Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, on a de nouveau un invité pour une interview. Aujourd'hui, j'accueille Jackson Ferguson, qui est un profil hyper intéressant, comme tous les gens que j'invite ici, mais qui a un parcours assez polyvalent. Donc c'est quelqu'un qui est ingénieur, physicien et PFL. C'est le deuxième physicien qu'on accueille sur ce podcast, ça je trouve hyper cool. Il est facilitateur de méditation. Donc c'est principalement de ça qu'on va discuter aujourd'hui. On va parler de la méditation et de ce que c'est pas, les mauvaises conceptions qu'on a par rapport à ça. Et puis, il est aussi enseignant tout court à l'Élysée. Donc, ça, je trouve qu'on va parler aussi de cet aspect-là par rapport à l'enseignement avec les jeunes. Et puis, Jackson, on s'est connus dans le basket. C'est là où on a eu les premières rencontres. Donc, c'était des rencontres moins apaisées que ça sera aujourd'hui. Là, ce sera une autre ambiance. Mais Jackson, déjà, merci d'être là. Avec plaisir. Merci à toi. Une question que j'aime bien poser toujours au début, c'est si tu peux te présenter en disant quelque chose que peu de gens connaissent sur toi. Une chose que peu de gens savent sur moi, c'est que depuis quelques années, j'adore faire des Legos. Voilà. Ok. Je construis des Legos. Et est-ce que ça t'apporte la même chose que la méditation ? Quand même pas, ce serait un peu facile. Okay. mais en effet, c'est un moment chill, un peu pour déconnecter. Ouais. Et seul ou avec tes enfants ? J'aimerais bien avec mes enfants, mais là, ils ont 6 et 8 ans. Okay. Et ma fille, c'est la grande, elle a 8 ans, elle n'est pas fan. Peut-être mon fils, il y a peut-être plus de... Enfin, ça va, mais mon fils, il y a peut-être plus de potentiel. Mais là, pour l'instant, jusqu'à 6 ans, c'était plus les détruire que les monter. Donc, c'était quand ils étaient au lit ou dans un moment tranquille. Ok, trop bien. Ouais. J'ai un peu préparé cette interview et puis j'ai vu que tu avais eu une rencontre avec la méditation, notamment avec la tradition de Thich Nhat Hanh, et que une des choses qui t'avait attiré là-dedans, c'était que tu faisais des liens entre ce que tu étudiais en physique et la méditation. Et je trouve, c'était des questions que je voulais poser à Nico, qui était à ta place il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu des liens que tu vois entre les deux ? Alors bon, ça date. C'était il y a 15 ans en arrière que je faisais le PFL. Mais ouais, quand j'avais 25 ans, ma mère m'a fait un livre de Thich Nhat Hanh. Donc moi, je connaissais vraiment rien du tout. Mais bon, j'ai lu. Ma mère avait trouvé hyper bien. Puis donc c'est un des grands maîtres zen du XXe siècle, Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien. C'est vraiment une des grandes figures du bouddhisme et de la méditation. Il a même formé Jon Kabat-Zinn. Enfin, il est vraiment hyper connu en Occident. Et donc voilà, donc dans ses enseignements, dans ses livres, ça va tout de suite dans la profondeur des enseignements bouddhistes, zen. Puis donc ça parle, on dit, je crois, les deux sceaux du bouddhisme, c'est l'impermanence et l'interconnexion. Donc, que tout soit impermanent, c'est ce que j'étudiais quand on parlait d'atomes et trucs comme ça, que tout est interconnecté dans l'univers aussi. Enfin, si vraiment dans les trucs fondamentaux, il y avait ça, que je me souviens. Et puis, dans beaucoup de la philosophie bouddhiste, donc c'était vraiment intellectuel au début. C'était vraiment 100% intellectuel. Mon père est philosophe. Et puis, donc, j'étais dans l'intellect à mort, le PFL, les études et tout. Et il y avait vraiment ce truc d'une tradition vieille de 2500 ans qui dit des choses que je retrouvais vraiment dans ce que j'enseigne, ce que j'étudiais en physique à la PFL. Et ça, quand est-ce que c'est passé du côté intellectuel au côté plus pratique ou vivant ? À 29 ans, après mes études, là, il y avait un moment où, justement, je pensais la vie. J'essayais vraiment, je me souviens de chercher l'équation du bonheur. Genre, il faut que j'aille ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis à un moment donné, ça sera égal bonheur. Ok. Et je dois avouer que j'avais réussi à accomplir plein de trucs que la société nous dit qu'il faut accomplir. Mais au fond de moi, j'avais pas trouvé, ça n'avait pas eu le déclic, quoi. Il n'y a pas, voilà, ça, c'est le chemin de la vie, quoi. C'est comme toujours quelle est la direction qu'on doit prendre dans notre vie. C'était toujours pas très clair. Puis du coup, c'était ma copine c'est elle qui m'a dit, mais peut-être tu devrais aller au village des pruniers. Ça faisait plusieurs années que je lisais les livres de Thich Nhat Hanh. Et donc, Thich Nhat Hanh a fondé un centre de pratique qui s'appelle le village des pruniers, qui est vers Bordeaux. Oui. Parce qu'il était exilé du Vietnam.
Et puis, donc ouais, j'ai checké sur Internet, village des pruniers, il y avait plein de petits moines bouddhistes, tête rasée, robe brune, qui souriaient beaucoup trop. Et puis, mais voilà, j'ai fait le pas. Et puis, la première, donc j'ai fait une retraite d'1 semaine. Et puis, vraiment, ça m'a profondément transformé. Enfin, vraiment, j'ai senti, même si, tu vois, j'avais aucune expérience de méditation, mais j'ai vu que mon cerveau réfléchissait différemment. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Puis du coup, ben voilà, quand quelque chose m'intéresse, j'y vais à fond. Puis à partir de là, ben, c'était parti, quoi. Parce que du coup, tu lisais ces livres, mais tu n'avais jamais pratiqué la méditation. J'essayais, je me souviens, je marchais à l'EPFL et il parle, une des pratiques phares de Thich Nhat Hanh, c'est marcher en pleine conscience. Il en parle beaucoup et je me souviens que j'essayais de marcher, mais tu vois, quand tu n'as pas de groupe de méditation, quand personne t'a enseigné, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Enfin, tu essayes un peu de voir. Donc, j'ai essayé, mais il n'y a rien vraiment, entre guillemets, qui se passait de profond. Donc, c'est vraiment en faisant la retraite que là, j'ai compris. Et ça ressemble à quoi, un peu ce genre de retraite? Enfin, je pense qu'il y a peut-être plein de retraites différentes, mais celle que tu as vécue. Ouais. C'est vrai que souvent, quand on pense de retraite d'imitation, on pense retraite silencieuse. Souvent, ça, c'est celle qu'on appelle les retraites vipassana. Ça, j'ai jamais fait. Ça pourrait être intéressant, mais c'est de la méditation assise pendant des heures. Oui. Puis c'est vrai aussi qu'on parle méditation, ça, c'est une des choses... là, ces temps, je réalise et j'aime bien en parler. C'est quand les gens parlent de méditation, on pense méditation assise. Mais en fait, l'assise, c'est qu'une forme de méditation. Et c'est là où le terme mindfulness ou pleine conscience est pas mal. Parce que le Thich Nhat Hanh, c'est un peu un des pères fondateurs de la mindfulness, justement avec Jon Kabat-Zinn aussi, qui a amené ça en Occident. Et lui, sa tradition à lui, qui vient du bouddhisme zen, et au village des pruniers, ce qu'on fait, c'est vraiment plein de petites choses qu'on fait toujours dans le quotidien, mais de le faire en pleine conscience. Donc, il y a un peu d'assise le matin, il y a une demi-heure le matin, à 6h30, un truc comme ça. Après, il y a le petit déjeuner, puis là, on mange en pleine conscience. Donc, tu vois, c'est être conscient de la nourriture que tu manges, avoir un regard un peu plus profond, générer de la gratitude, comprendre qu'il y a des gens qui ont bossé pour que la nourriture soit là, etc. Et d'où ça vient, voir les choses un peu plus profondément. Et après, il y a en général un enseignement d'un des moines expérimentés. Après, il y a une marche méditative, tous ensemble, avant de manger. Après, il y a le repas de midi en silence. Après, il y a la méditation du travail. Donc, tu aides la communauté et tu fais quelque chose, tu passes le balai. Mais c'est vraiment une pratique, c'est de le faire en pleine conscience. Puis tu vois, par exemple, ça, la méditation du travail, c'est hyper intéressant parce que tu as plein de trucs dans ta tête. Mais pourquoi je fais ça? C'est débile. Moi, au début, vraiment, je me disais, mais c'est de l'arnaque. Je suis sûr que c'est pas du tout une méditation. C'est juste qu'ils veulent qu'on les aide à nettoyer. mais... mais non, mais vraiment, tu vois. Puis après, tu commences à prendre conscience. Puis ça peut même être agréable. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, toute la tradition. C'est quand tu fais quelque chose en pleine conscience, ça peut être un moment de repos, ça peut être un moment de détente, ça peut être un moment où tu reviens à toi. Ça peut être aussi un moment fun avec les gens avec qui tu fais. Puis après, il y a le repas du soir en pleine conscience. Puis après, le soir, il y a encore une assise. Mais donc, tu vois, en gros, de l'assise, il y a quoi? 2 fois, peut-être une demi-heure. Puis aussi, il y a des groupes de partage. Ça, c'est aussi une des pratiques phares du village des pruniers. C'est, dans le bouddhisme, il parle de paroles aimantes et d'écoute profonde. C'est vraiment apprendre à partager avec le cœur et puis écouter, de l'écoute présente. Voilà, donc il y a vraiment plein de... C'est vachement complet, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce que je pense que c'est un gros frein, en fait, pour beaucoup de gens. Parce que, bon, déjà, je pense qu'on parle de la méditation très mal. Où on l'amène comme la solution, en gros, quand tu es en pré-burnout ou même déjà en burnout. On dit, il faut faire de la méditation pour te déstresser. Donc, je trouve que déjà dans la définition qu'on donne sociétalement, il n'y a rien qui tient. Et ce côté, justement, de la méditation, c'est assis, au minimum 30 minutes. Ça décourage énormément. Est-ce que tu peux peut-être qu'on peut partir directement là-dedans, dans les fausses croyances qu'il y a par rapport à la méditation, les mauvaises conceptions. Là, ces temps, je réfléchissais pas mal à ça. C'est justement, comme tu as dit, le fait qu'on médite pour déstresser. Et je pense que ça vient pas mal justement du programme MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction Program. Donc dans les années 80, Jon Kabat-Zinn, qui était un biologiste, je crois, américain, il est allé pratiquer avec les grands maîtres au Népal, puis il est revenu années 70-80, puis il a amené ça dans le milieu clinique. Et de ma compréhension un peu de l'histoire aussi, parce que la méditation vient du bouddhisme, enfin je veux dire, je crois que c'est un fait, quoi. Donc, et il y a eu des maîtres au cours du XXe siècle, dont dans la période hippie.
Puis donc, je pense que comme dans les concepts bouddhistes, on parle d'amour, d'altruisme, de compassion, puis en même temps, il y avait le mouvement hippie, Peace and Love. Enfin, j'ai l'impression que là, il y a eu un premier, une mauvaise association, tu vois, entre les deux. Et après, dans les années 80, John Kabat-Zinn, justement, a développé le programme pour réduire le stress avec la pleine conscience. Puis je pense que c'était très habile, tu vois, pour le monde occident qui ne connaît pas, de se dire, ah ouais, ok, c'était une bonne porte d'entrée. Mais je vois que maintenant, ça, c'est à fond dans la conscience collective. Tu vois, c'est resté on médite pour déstresser. Puis comme tu dis, alors c'était bien à l'époque, mais j'ai l'impression que maintenant, il faut qu'on arrive à changer cette perception de la méditation parce que ça met direct des freins et un blocage. J'entends plein de gens dire, vraiment souvent, quand j'en parle, ouais, j'ai besoin de méditer, mais j'arrive pas. Mais méditer, c'est pas déstresser. Oui, le calme, c'est un des bienfaits de la méditation. Mais méditer, pour faire simple, de nouveau revenir à la mindfulness, c'est développer la faculté d'être présent à ce qui se passe en moi, autour de moi. À partir de là, il y a plein de changements et de guérisons et de transformations qui peuvent se faire, mais c'est vraiment développer la faculté de présence. Puis après, le calme et plein de choses vont venir. Mais je discutais avec des athlètes aussi de ça. Un gars, il me disait, ouais, là, c'est dur de méditer en groupe, je me sens inconfortable. Mais justement, la méditation, c'est aller vers ce qui est inconfortable, c'est aller vers nos souffrances et nos difficultés, c'est cultiver ce qui va bien. Donc ouais, ça c'est la première chose, c'est vraiment... le but de la méditation n'est pas de déstresser. Ouais, puis il y a ce côté justement, en fait, où on ne peut pas rater une méditation dans le sens où, voilà, c'est ça. Tu décides, je sais pas, de te mettre sur le souffle, oui, tu pars dans tes pensées, mais en fait, c'est ça, c'est l'entraînement, en fait. C'est ça. Et à la limite, plus tu vas partir dans tes pensées, plus tu vas t'entraîner à ramener ton attention. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense, qui limite beaucoup de gens dans cette pratique-là. Et peut-être que c'est je sais pas, est-ce que c'est le fait justement d'avoir enlevé un peu, d'avoir laïcisé la méditation qui fait qu'on perd un petit peu de la philosophie derrière. Moi, ce qui m'avait... on en parlait hors micro. J'avais commencé la méditation avec le livre tibétain de la vie et de la mort. Et là-dedans, ils expliquent toute la conception bouddhiste des réincarnations. Ouais. Et si je me rappelle bien, il expliquait qu'en fait, l'utilité de la méditation, c'était d'arriver à pouvoir orienter son attention pour que le jour venu, quand on meurt, et qu'il faut se réincarner au bon endroit, on arrive à être suffisamment concentré pour choisir le bon chemin, entre guillemets. Alors, je pense que je schématise complètement ça. Mais du coup, ça devient, en fait, ça replace la méditation dans juste une pratique où on ne devrait pas avoir d'attente par rapport à ça. Puis en Occident, on a complètement changé ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises conceptions que tu rencontres dans tes groupes de méditation ? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Je sais, en tout cas, pas vraiment une mauvaise conception, mais tu l'as bien dit. Un des trucs, c'est que je crois, aussi, on cherche des solutions rapides à tout. Puis comme tu as dit, c'est un entraînement. Et il y a une amie à moi qui a une énorme expérience. Elle a vécu au village des Pruniers pendant 17 ans. Puis dernièrement, dans un groupe de méditation, elle expliquait ça. On a tous en nous la graine de l'attention. On a tous la faculté de présence. Et donc, méditer, c'est comme tu as dit, c'est entraîner cette faculté de présence. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, méditer, c'est pas pour moi » ou « Je peux pas méditer ». De nouveau, ça, c'est faux. Tout le monde peut entraîner sa faculté de présence. Maintenant, justement, si ton esprit est hyper agité, c'est bien possible que tu fais des choses dans ton quotidien, tu écoutes de la musique, tu remplis ton quotidien pour pas aller vers tout le bordel qu'il y a dans ta tête. Mais c'est clair qu'au moment où tu t'arrêtes, tu reviens à ta respiration, tout d'un coup, souvent, c'est ça. Hein. Le premier pas dans la méditation, c'est « Wow !» Tout ce qui se passe dans ma tête, c'est de la folie. Et puis, on veut refermer la boîte de Pandore et puis plus regarder ce qu'il y a là. Et donc, c'est vraiment un process qui prend du temps et c'est un entraînement. Alors, l'analogie, pas tout le monde l'aime, mais c'est vraiment comme aller au fit pour l'esprit. Et puis, si tu arrêtes, les effets, ils vont aussi... il faut continuer sur le long terme. Mais... Ouais. Il y a cette conception aussi où souvent les gens me disent... Ouais, j'arrive pas à vider ma tête. Ah oui. Ah ouais. Ah, ça, c'est un des classiques, ouais, à fond. Et ça, justement, est-ce que tu peux un peu déconstruire ça ? Ah ouais, merci. Merci. Ouais, à fond. Exactement. Merci. Il y a l'idée, c'est trop bien. Il y a l'idée qu'on médite pour se vider la tête.
Ça, j'en parlais aussi dernièrement. Je provoque un tout petit peu, mais qui voudrait avoir la tête vide? Enfin, je veux dire. Et donc, méditer, oui, ça va calmer le mental, ça va calmer le corps, mais à aucun moment, on pense plus. Enfin, vraiment, quand je médite... Alors, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas comment est l'esprit d'un grand maître zen qui a pratiqué pendant 50 ans. Peut-être qu'il y a tout d'un coup, il arrive à avoir aucune pensée pendant plusieurs minutes, j'en sais rien. Et moi, quand je pratique, si je ramène mon attention à ma respiration, après 1 seconde, j'ai une pensée. Et plus tu pratiques, plus ce laps de temps peut-être peut passer de temps en temps quand tu es en retraite à quelques secondes un peu plus grand, mais on va avoir des pensées complètement. Mais justement, méditer consiste à voir que les pensées sont là, puis en général, on se fait prendre. On remarque même pas. On part dans des chemins de pensée, on part dans le futur, on part dans le passé, on part dans nos projets, sans qu'on remarque qu'il y a du stress qui arrive dans notre corps, de la tension, etc. Donc méditer, c'est de voir ça. C'est de voir l'esprit qui part, c'est de voir qu'on a la faculté. Puis donc, une des pratiques de base, c'est là, comme tu as dit, c'est l'attention à la respiration. Donc, je peux ramener mon attention aux sensations de la respiration dans mon corps. Puis donc, c'est vraiment, pour compléter aussi, c'est plutôt de passer du mode mental qui, moi, j'étais à 100% là-dedans, jusqu'à 29 ans, puis je crois qu'en Occident, on est beaucoup, au mode sentir, revenir vraiment dans les sensations dans le corps. Mais donc, notre esprit, il n'est pas vide. C'est que maintenant, notre attention, elle est plus dans les sensations du corps. Puis justement, à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais ouais. Et ça, donc tu parlais de ta première retraite de méditation. Et tu disais que ça a été révélateur pour toi. Ce qui t'avait amené un peu à cette méditation, c'était le constat que ton équation du bonheur ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que ça a changé dans cette équation ? Justement, ça c'était le mental. Je sais plus, il y a une citation d'Einstein, je sais plus exactement comment elle va, mais en gros Einstein a dit que tu peux pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Donc moi je cherchais le bonheur par le rationnel, mais justement c'est pas à ça que ça m'a amené. Donc tu vois, j'ai pris un peu les prises de conscience. Une des prises de conscience que j'ai eues vraiment forte pendant la retraite de méditation, que j'avais pas vraiment remarqué, c'est la pression que je me mettais en permanence pour tout. Il y a plusieurs choses, mais ça c'était un des trucs. Une fois pendant la semaine, il y a pas mal de moments de pause aussi là-bas. Puis il y a une salle à manger où il y avait un petit coin de thé. Puis je me préparais un thé. Donc je mettais un sachet de thé dans de l'eau chaude. Puis je tournais la cuillère, c'est tout. Puis il y avait un groupe de moines bouddhistes à une table qui discutaient entre eux. Tu vois, à 3 mètres de moi, ils s'en fichaient complètement. Puis dans ce cadre-là, je suis en train de faire mon thé. Puis tout d'un coup, je suis en train de voir que je suis en train de me demander: est-ce que les moines bouddhistes pensent que je fais mon thé comme un maître zen? J'étais en train de me mettre en fait une monstre pression de comment je fais mon thé et j'avais même pas remarqué. Puis donc ça, c'était vraiment waouh, j'ai commencé à voir toute la pression que je me mettais en permanence. Puis après, en fin de semaine, c'est encore allé un poil plus loin. Dans un moment de partage aussi, là, j'ai aussi vu quelqu'un a partagé un truc que depuis des années, j'avais jamais remarqué. Mais qu'en permanence, j'étais en train de me demander: est-ce que mon père est fier de moi? Mais j'avais jamais remarqué. Et c'était là. Et j'ai pris conscience de ça. Ça, c'était un des moments les plus fous de ma vie. Mais vraiment, il y a un éclair qui m'a traversé l'esprit. J'ai pris conscience. Et direct, j'ai un poids qui s'est enlevé. Et l'autre truc intéressant aussi, et là, il n'y a pas vraiment, tu vois, il n'y a pas vraiment de mots rationnels, mais je me souviens que, là, je me dévoile, mais j'avais 29 ans et je me souviens d'avoir eu la pensée que ça faisait plusieurs années que j'avais pas pleuré, donc je suis fort. Puis il y avait vraiment ce truc aussi, alors ça, moi peut-être plus que d'autres, mais de homme en Occident, tu vois, il faut en plus basketteur, faut être fort, faut être machin, nanana. Et puis, t'essayes de... En tout cas, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était plus une carapace qu'autre chose, tu vois. T'essayes d'avoir l'air, mais qu'au fond de moi, il y avait quand même beaucoup de fragilité. Puis là-bas, au village des Pruniers, tous les jours, j'avais envie de pleurer. Et je comprenais pas pourquoi. Vraiment. Puis même, je me suis dit, mais c'est pas de la tristesse. C'est bizarre. C'est quoi? Puis je me suis dit, à un moment donné, c'est comme Federer quand il gagne un grand chelem. Mais je comprenais, tu vois, mais je comprenais pas. J'avais pas de mots pour mettre. Et donc, il y a eu ce truc à la fin de la semaine où justement, j'ai pris cette prise de conscience. Puis à un moment donné, j'ai voulu partager aussi. Puis j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai énormément pleuré. Donc, avec toutes les choses qui se passent là-bas, je crois que ce que ça a fait, c'est que ça m'a ouvert le cœur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça a pété cette carapace. Il y a tellement d'amour et de bienveillance. Ça sert plus à rien d'avoir toutes tes défenses qu'on a dans notre société. Tu vois, vraiment, tu peux t'ouvrir. Et je crois que c'est un peu ça qui s'est passé. Mon cœur s'est ouvert. Puis
du coup, tu es perméable à toutes les émotions, à ce qui se passe, à ce qui est là. Mais j'ai vu, voilà, j'ai eu la chance de voir que ça, c'est la vraie force. Que vraiment, un des trucs maintenant qui me tient à cœur, c'est la force de la vulnérabilité. Genre, extérieurement, je m'en fous complètement de quoi j'ai l'air et tout. Puis même d'être connecté à toutes mes difficultés, toutes mes forces, ça crée vraiment une solidité, une stabilité réelle, plus que, tu vois, d'essayer juste du paraître. Donc ça, moi, c'était aussi un des trucs. C'était vraiment d'aller toucher, en fait, ce qui était là au fond de moi, d'être vulnérable, d'entrer en contact avec les émotions, d'aller voir un peu ce qui se passe et tout. Bon, merci de partager ça parce que je pense que c'est quelque chose, voilà, cette pression qu'on a tous à différents niveaux, de différentes manières. Je trouve intéressant par rapport à ton père de voilà, dire un peu ce côté jamais assez, où il faut que je prouve toujours. Alors, je pense que chez toute personne, notamment toi, tu as eu quand même un joli parcours au niveau sportif. Tu as joué en université aux États-Unis? Ouais, alors j'ai eu des grosses blessures. Donc j'étais dans l'équipe. Mais pas disons, le dire, ça. mes meilleures années, c'était Ligue B. Ligue Ouais. B à 28 ans. J'ai fait aussi un peu de Liga, mais là, j'ai fait plus du banc. Mais... Ouais. Et je pense que si on va creuser derrière chaque athlète, il y a un peu cette pression de voilà, faut que je prouve, etc. Donc, peut-être c'est un truc qui nous retient aussi là-dedans, de se dire, mais finalement, si j'ai plus ce drive qui me pousse, je vais plus progresser, je vais stagner. Alors, ça m'intéresse peut-être de savoir, maintenant que tu as peut-être, en tout cas, pris de la distance avec ça, est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que tu as arrêté de progresser dans ta vie ou enfin, qu'est-ce que ça a changé? C'est une hyper bonne question. Hyper bonne question. Non, au contraire. Enfin, je suis sur plein de projets. Enfin, j'ai une femme, 2 enfants. Je bosse, j'enseigne, j'organise des retraites de méditation, j'ai des groupes, j'ai des trucs. Et donc non, au contraire. Ça, c'est vrai que ça peut être aussi un des préjugés de la méditation. C'est dire qu'on va devenir une flaque, tu vas rien faire. Mais au contraire. Je suis plus... Aussi, maintenant, je suis vraiment, on va dire, aligné avec mes aspirations profondes de ce que je veux faire, tu vois, de choses positives que je veux faire. Puis, moi, j'ai toujours été acharné, donc j'étais acharné dans le basket. Puis, maintenant, je suis un peu acharné là-dedans aussi, à avoir plein de projets, plein d'idées, puis je suis à fond là-dedans. Donc, non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y a un gain d'énergie, parce que sans remarquer aussi le fait de lutter contre soi-même, tu vois, de se mettre de la pression sans remarquer tout les ruminations mentales, la perte de sommeil, toutes ces petites choses dont, tu vois, on n'en parle pas forcément. Et puis, là, on perd énormément d'énergie. Donc, le fait d'être, entre guillemets, plus libre, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas, mais ça veut dire que tout ça affecte moins. Je pense que ça permet d'avoir peut-être même plus d'énergie. Ouais, puis c'est toujours une course perdue d'avance parce que, typiquement, le sport, tu peux être tout d'un coup au top. Voilà, la saison se termine, puis il y en a une autre qui recommence, puis il faut faire la même chose. Sinon, t'es moins bien, t'es déjà sur la descente. Donc, c'est un truc où on s'épuise. Et alors, moi, j'essaye de lire un peu du zen parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi intéressant que c'est complexe, je trouve. Et je trouve hyper intéressant dans le zen ce côté tout donner pour l'illumination et en même temps ne pas du tout en faire un but. Il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était il disait quelque chose du genre avant l'illumination va couper du bois, va chercher de l'eau. Après l'illumination, va couper du bois, va chercher de l'eau. Tu as peut-être une meilleure compréhension du zen que moi. Comment toi tu le comprends et comment tu l'appliques peut-être dans le quotidien? C'est tout un chemin aussi. Et c'est vrai que dans la tradition de Thich Nhat Hanh et du village Prunier, je trouve que c'est la plus grande communauté bouddhiste d'Occident. Puis Thich Nhat Hanh, c'est vraiment un maître. Alors, il ne parle pas forcément à tout le monde, mais je trouve qu'il a bien enlevé ces pièges dans lesquels on peut tomber. Tu vois, lui, il ne parle pas... J'ai lu des choses, j'ai entendu parler du nirvana, de l'illumination. Puis voilà, en tant qu'occidentaux, je crois que on s'accroche facilement à ça. Puis comme tu dis, du coup, on se met de la pression. Puis dans la pratique de la méditation, c'est vraiment le contraire. Mais c'est un peu comme dans le sport. Si tu veux performer au plus haut niveau, tu dois t'acharner, puis être prêt, puis être à fond. Mais si tu mets trop de pression sur le résultat,
tu vas pas arriver. Il y a une histoire, je sais plus, je crois que c'était Yannick Noah. Il coachait un Français à une finale du Grand Chelem. Et le gars, il merdait un peu. Puis Yannick Noah, je lui ai juste dit, mais prends plaisir dans ce que tu fais. Puis du coup, il a commencé à miu jouer. Puis je sais plus, il a gagné ou un truc du genre. Donc, tu as raison. Mais dans plein de choses, il y a cette ambiguïté de... Tu as l'objectif, tu as l'aspiration, mais c'est en lâchant que tu vas arriver. Et puis dans la méditation, c'est vraiment ça. C'est vraiment apprendre à lâcher. Et ouais. Puis c'est vraiment être dans le processus, et juste pour être dans le processus. Peut-être, c'est ça que je pense qu'en Occident, on comprend mal, c'est qu'on fait de la méditation pour obtenir quelque chose, alors que à la base, c'est en fait, il faut méditer juste pour méditer, et puis rien d'autre. Toi, donc tu donnes t'as des groupes de méditation, notamment avec des jeunes. Alors ça, c'est dans le cadre scolaire. Les groupes que je fais avec des psychiatres, ça c'est pour l'instant pour adultes, quoi. Enfin, avec des adultes. Mais les jeunes, c'est à l'école. Et puis tu m'as dit aussi avec des athlètes, c'est un peu nouveau. Mais comment tu abordes, comment tu présentes la méditation à des jeunes? Ah ouais. Alors ça fait 10 ans que je le fais, avec beaucoup de mes élèves. Les jeunes sont très demandeurs, vraiment. Ils en ont besoin. Il y en a toujours quelques-uns pour qui, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est difficile de se retrouver avec soi-même. J'ai eu un jeune dans une classe, il disait je venais 45 minutes, 2 fois par semaine. Puis il disait ces 45 minutes-là, c'était ses seuls moments de bonheur de sa journée. Enfin voilà, il y en a, ils vivent des trucs, tu vois. Puis alors pour lui, c'était positif, mais il y en a pour d'autres, c'est dur de se retrouver avec soi-même. Mais c'est vraiment une petite minorité. Sinon, ils sont vraiment demandeurs. Après, ça dépend un peu. Moi, j'enseigne, j'ai des élèves de 12 à 16, 17 ans. Et j'avoue que je fais plus trop. Alors de nouveau, je devrais lâcher l'objectif, mais j'ai toujours quand même un peu des attentes. Mais avec les 12, 13 ans, ça, je fais plus parce qu'ils ont, leur cerveau est encore pas, leur cortex préfrontal n'a encore pas la capacité de pas faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et puis, après, ça apporte ses fruits aussi. Ça cultive certaines choses. Mais là, moi, je fais plus 14, 15, 16, 17. Et la manière dont je l'amène, je sais pas, honnêtement, j'ai pas une manière fixe de le faire. Une chose qui parle beaucoup aux jeunes, c'est quand tu parles de toi. Tu vois, j'ai jamais prétendu. J'ai commencé à parler de méditation aux élèves 1 année et demie ou 2 après que moi j'avais commencé à méditer. Donc j'avais vraiment hyper peu d'expérience. Mais je partageais toujours à la hauteur de mon expérience. Et parler de en quoi moi ça m'aide. Enfin, ça comme point de départ, en général, tu vois, quand ils ont... Les jeunes aussi, je vois, du coup, comme je suis enseignant depuis 12 ans, ça leur pèse beaucoup l'adulte sans faille, qui a toutes les réponses. Et donc, quand toi, tu commences à parler vrai, tu parles de toi. J'ai vraiment vu des jeunes qui sont comme ça, ils regardent par la fenêtre, ils s'en foutent complètement. Puis tu commences à parler de toi, puis... d'un coup, ils lèvent le regard, ils te regardent, ils disent « Ah ouais, ok ». Et donc souvent, on peut parler de mon expérience. Ça, c'est un bon point de départ. Après, j'aime bien... J'ai aussi pratiqué J'ai fait un stage d'1 année pour apprendre à transmettre la méditation à l'école occidentale de méditation de Fabrice Midal. D'accord. Donc Fabrice Midal, c'est un philosophe, écrivain français qui a aussi appris la méditation, entre autres, dans une tradition tibétaine, je crois. Qui, lui, il a un bouquin phare et un peu un concept phare, c'est le concept de « foutez-vous la paix ». Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Puis ça, c'est aussi pas mal, je trouve, comme porte d'entrée avec les jeunes. Souvent, justement, je dis aux jeunes qu'il y a un peu... Il y a 2 discours un peu non dits dans notre société, 2 choses qui viennent inceptionner notre cerveau sans qu'on remarque. C'est 1, le bonheur est à l'extérieur de nous-mêmes. Il faut avoir ça et ça et ça. Puis, tu vois, un peu comme moi, je pensais, il faut que tu aies les nouvelles Jordan, il faut que tu aies ça, et puis... À un moment donné, c'est bon, tu seras heureux. Et l'autre chose, c'est on n'est jamais assez. Ah, t'as réussi ta 10e, réussi ta 11e. Ah, t'as ça. Ah, mais maintenant, il faut faire ça. Ah, mais non. Et donc, je pense que les jeunes aussi, sans remarquer, mais tout le monde, moi, la même chose. Ça, des fois, ça peut être aussi un point de départ. Donc, la méditation, c'est quoi? C'est revenir à toi. C'est voir qu'on a toutes les conditions et les graines de bonheur et tout est déjà là en nous. Vraiment, littéralement. Et puis, comme tu es là maintenant, tu es déjà extraordinaire. Et puis, est-ce qu'on peut déjà revenir à soi? Puis
Puis après, la pleine conscience de la respiration, ça, c'est quelque chose de vraiment très simple qui peut... Finalement, parce que j'ai aussi, avec un collègue, on a plusieurs inspirations, dont l'école de Midal et d'autres programmes. On a créé des ateliers où on va vraiment assez loin vers aller explorer les émotions, les pensées, etc. Puis quand je revois des élèves des années plus tard, en général, ce qu'ils se souviennent, c'est respirer en pleine conscience. Tu vois, un peu, quelle que soit la situation, c'est ramener mon attention à ma respiration, un peu essayer de lâcher. Et puis ça, c'est... Voilà. Après, il y a pas mal de petits exercices, et puis ça dépend de l'âge, ça dépend un peu de la classe. Mais... Moi, je trouve hyper précieux de pouvoir avoir ces outils aussitôt. Parce que moi, j'ai été choqué de moi-même, en fait, parce que quand j'ai commencé un peu à méditer, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, je m'intéressais du coup aussi à des techniques de respiration. Puis je me suis dit, purée, mais en fait, j'ai quasi la trentaine et c'est maintenant que j'apprends à respirer. Et je trouvais ça complètement cinglé qu'en fait, on ne nous apprend pas les choses basiques comme ça, et pourtant hyper utiles à l'école. Alors, on pourrait avoir des monstres débats là-dessus, je pense. Mais d'avoir ce genre d'outils qui sont relativement simples, pour pouvoir arriver à se détacher aussi, enfin, c'est un grand truc dans la méditation, d'arriver à pas fusionner avec nos pensées, d'arriver à les voir comme... c'est juste des pensées. C'est pas parce que je me dis que je suis nul, que je suis moche, que je sais pas quoi, que je vais pas y arriver, que c'est une réalité. Et ça, alors c'est pas bon pour mon activité, parce que du coup, ça me fait moins de personnes qui viennent consulter après. Donc, d'un point de vue business, ça serait pas bien. Mais moi, je rêverais qu'on transmette ces outils aux jeunes. Et parce que plus vite on apprend ça, moins on a le temps de s'enfermer justement dans nos croyances, dans le pas assez, dans le je dois prouver, etc. Donc ça, je trouve vraiment top. Comment est-ce que une des cours de méditation, c'est d'arriver à ce que les gens transfèrent ça ensuite dans leur quotidien. Avec les jeunes que tu as, comment est-ce que eux ils le font, pour ceux qui le font? Déjà, quand je le fais, il n'y a pas d'obligation. Je suis prof de maths et de physique, ça c'est quand je peux, quand c'est possible, quand ça s'y prête. Et je leur propose des choses, tu vois, à la maison. Ce qui se passe en fait souvent, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, après, ils sont à fond, puis ils font tous les jours. Mais c'est plutôt que ça a planté une graine. Ça veut dire ils ont entendu... Là, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Ils ont entendu parler de ce que c'est la méditation. Puis genre à la vingtaine, j'en ai croisé un ou plusieurs à 20 ans, 25 ans, où là, tu as la pression plus de l'école, de l'uni, de choix, de vie, etc. Puis du coup, ils savent ce que c'est. C'est beaucoup plus facile pour eux d'aller dire « Ah ben tiens, je vais faire un stage, je vais faire un cours, je vais faire un truc. » Et ils y reviennent par après. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai vu. Puis sinon, comme je t'ai dit, ce qu'ils me disent, souvent, mais souvent, c'est ça qui amène à la méditation. C'est des moments difficiles. C'est quand quelque chose ne va pas, on se dit « Bon ». Et voilà, le stress à l'école, le stress des tests, c'est souvent là où ils le font, tu vois. Après, je les revois des années plus tard, puis ils me disent au moment avant les tests. Mais c'est assez beau parce que vraiment, ils se l'approprient, eux, comme, tu vois, dans leur... Par exemple, j'ai eu plusieurs élèves qui ont utilisé ça dans le sport. J'étais dans une classe de développement à l'école. C'était une des classes vraiment avec les élèves les plus problématiques de l'école. Puis il y en a un que j'ai vu l'année suivante. Là, j'étais allé faire un moment. Puis il me croise, il me dit « Oh, mais merci, monsieur, vous savez, j'utilise la méditation en vélo, en BMX. Et puis je vois que quand je me porte mon attention sur ma respiration, je prends mieux les virages. » Enfin, tu vois, trop bien. Puis il y en avait un autre dans une classe d'accueil, c'était un musicien. Il me disait « Moi, quand j'écoute la musique maintenant dans le métro, j'entends mieux tous les différents instruments. Je suis plus mindful des différents instruments. Ouais. » Donc voilà, donc c'est hyper large. C'est vraiment très large comme il se l'approprie. Mais si je peux rebondir, parce que ta question aussi est hyper intéressante, c'est que donc, ça fait 1 année et demie maintenant que je co-anime des groupes, ce qu'on appelle des groupes thérapeutiques de méditation, en cabinet psy avec 2 psychiatres. Puis ça, on fait des séances d'1h30 toutes les semaines. C'est une séance d'1h30 par semaine. Et là, au début, on a fait un programme de 8 semaines. Maintenant, on fait 12. Et vraiment, on voit que c'est pas vraiment une difficulté, parce que de nouveau, tout dépend de l'attente. Mais... on s'attend, on veut de nouveau que vite la méditation soit incorporée dans notre quotidien et que ça va nous être utile. Puis on voit que c'est dur, on voit vraiment que ça prend du temps, mais peut-être là, t'en sais aussi peut-être plus que moi. En gros, tu dois recréer
un nouveau chemin neuronal. Enfin, c'est vraiment créer une nouvelle habitude. C'est l'habitude de revenir à ta respiration. Et ça, en fait, ça prend juste du temps. Ça prend juste du temps de se créer une nouvelle habitude. Ouais, puis ça demande quand même une certaine discipline. Si on veut, comme tu le disais avant, c'est comme aller à la salle de muscu. Ça se pratique, mais si tu lâches ça, tu perds aussi ce muscle quelque part. Ouais. Donc, je pense, pour la population normale, c'est pas le bon terme, c'est déjà pas forcément évident. Ouais. Si en plus on est dans une problématique déjà psychique, ça peut être aussi difficile de mettre ça en place. Mais je trouve intéressant par rapport au sport, on parlait du livre là sur la préparation mentale qui utilise ça s'appelle Mindfulness, Acceptance and Commitment. Et contrairement, toutes les approches de préparation mentale jusque-là parlaient un peu du côté il faut être dans un bon état d'esprit pour performer. Et moi, ce que j'avais trouvé super intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il disait en fait non, on s'en fout. T'as pas besoin d'être dans un bon état d'esprit. Ce qui compte, c'est maîtriser où tu mets ton attention. Si tu mets ton attention là où elle doit être, sur la balle, sur le système de jeu, tu vas avoir une bonne performance. Si ton attention elle est dans les gradins, sur l'arbitre, sur le panier que tu as raté avant, ta performance elle va chuter. Et peu importe finalement quel état émotionnel tu as, tant que ton attention elle est au bon endroit, ta performance va augmenter. Donc ça, je trouvais hyper intéressant. Et dans cette approche, c'est beaucoup de pratiques, d'exercices pour ça. Et je pense que est-ce que c'est dû à ça, je sais pas, mais Phil Jackson avec les Bulls, avec les Lakers, il pratiquait aussi je sais pas quel type de méditation il pratiquait, mais c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait. Il y a un bouquin, en fait, c'est pas directement, enfin oui, lui il pratiquait aussi, mais c'est George Mumford, je crois, qui en fait c'est un peu lui le coach de mindfulness. D'accord. Et il a un bouquin qui s'appelle The Mindful Athlete qui existe, qu'il a écrit. Et je crois que c'était pas mal de la mindfulness, de ce dont on parle ici, la pleine conscience de la respiration et des choses comme ça. Après, Phil Jackson, lui, il avait aussi une influence un peu de la tradition amérindienne. Enfin, il venait rajouter différentes choses. Mais maintenant, je sais qu'en NBA, là, je regardais juste avant, LeBron James, il est parrain d'une app qui s'appelle Calm, CLM. Enfin, il médite. Enfin, moi, ce que je découvre de plus en plus, c'est que tous les gars au top niveau, mais que ça soit dans la musique, que ça soit dans n'importe quoi, qui ont l'air assez stables aussi mentalement, parce que j'imagine être une méga star, c'est compliqué. En général, ils méditent. Enfin, vraiment, il y a que ce soit des rappeurs. Enfin, là, dernièrement, j'ai vu, il y a Lil Jon. Oui, c'est toi qui m'as envoyé ça. Ouais. il a sorti, mais qui est bien, hein, il a sorti une playlist de méditation. Il y a RZA qui est très connu, qui a aussi fait. Et puis, en basket, je crois, Kevin Durant, Kyrie, LeBron James, et puis Kobe. Kobe, lui, c'était vraiment un des grands qui méditait. Puis un autre, c'est Djokovic. Ouais. J'écoutais une interview, lui, vraiment, un des trucs phares, c'est la respiration en pleine conscience. Qui, de nouveau, je regardais en interview. Ce qu'il expliquait, et ça, justement, j'adore, c'est trop beau, il disait, c'est complètement faux que les athlètes de haut niveau, ils stressent pas, ils pètent pas des câbles, il n'y a pas une tempête dans la tête. Mais il disait, le truc, c'est que lui, il le voit, et comme tu as dit, très vite, il peut switcher l'attention, puis revenir sur le droit chemin, entre guillemets, quoi. Mais il est là, il sent que c'est là. Mais avec l'entraînement, on est capable, comme tu as dit, de prendre un certain recul. Et ouais. Moi, j'ai regardé, j'avais entendu déjà ça de Nadal, où c'était vraiment, il était hyper entraîné à justement prendre un point. Il n'y avait que le point là qui comptait. Tony Parker aussi, dernièrement, peut-être tu as vu l'interview où il dit que c'était Kobe qui lui avait dit, parce qu'il lui demandait comment tu fais pour continuer à prendre des shoots, quand bien même tu viens de rater les 10 derniers shoots, puis il disait delete, tu supprimes. Donc tu rates, tu supprimes, il n'y a que le prochain point qui compte. Donc c'est... Après voilà, ça c'est des idéaux, je pense, auxquels on tend, qu'on n'atteint peut-être jamais. Et peut-être juste, par rapport à l'interview de Tony Parker, il y avait aussi un autre truc hyper intéressant. Il disait aussi qu'il stresse, je sais plus, il lui a demandé quelque chose par rapport au stress, puis il disait, et je l'accueille. Il faut l'accueillir, il ne faut pas lutter contre. Tu accueilles le stress. Il est là, et puis tu l'accueilles et tu l'acceptes, puis après tu peux aller à fond. Ouais.
comment tu... Parce que, alors si je reviens à moi, comment j'ai débuté, donc moi, je pense que si on regarde la vidéo, on verra que je suis incapable de rester en place. Alors là, c'est aussi parce que je suis mal assis sur ce canapé, mais je suis tout le temps en train de bouger. Voilà. Donc, quand j'ai commencé la méditation, vraiment, je me disais, là, je fais 1 minute, et puis j'ai progressé de minute en minute. Ouais. Et puis pendant un temps, je faisais 40 minutes tous les matins. Maintenant, j'ai un peu arrêté la méditation, parce que je le fais plus sous forme... je fais du karaté maintenant, puis il y a des katas. C'est en gros des répétitions de mouvements un peu chorégraphiées. Et du coup, ma méditation, c'est un peu plus ça. Donc, c'est plus quelque chose en mouvement. Parce que je ne pouvais plus accumuler entraînement, ensuite méditation. Puis, sinon, je me lève à 3 heures du matin. Toi, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui écoute ce podcast puis qui se dit « Ah tiens, ouais, j'ai peut-être pas envie d'aller dans une retraite tout de suite, mais j'aimerais bien me familiariser avec ça. » Avec la méditation. Pour parler de nouveau de mon parcours, moi, c'était la même chose. Je m'étais acheté un coussin de méditation, je m'étais fait un petit coin, j'avais une petite montre pour essayer de faire des longues sessions. Vraiment, après 2-3 minutes, je pétais un câble. Impossible de rester assis. Moi, ce que j'aime dans la tradition du village des pruniers, puis ça me permet peut-être d'expliquer encore une chose à propos de la méditation qui est importante, c'est que c'est la pleine conscience au quotidien. C'est qu'en fait, tu n'es même pas obligé de te prendre du temps pour le faire. Comme je disais, par exemple, marcher en pleine conscience. Donc moi, souvent, ce qu'ils proposent, c'est de prendre un chemin, par exemple, de ta voiture à ton bureau. Moi, quand je parque ma voiture, j'arrive à l'école. Et le chemin, en général, je croise personne. Donc, le chemin de la voiture jusqu'en salle des maîtres, ça, j'essaie de le faire en pleine conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste ramener son attention dans le moment présent. Ça veut dire à sa respiration, au contact des pieds avec le sol, ou les sons. Enfin, tu vois, c'est poser ton attention sur quelque chose, une sensation qui est là dans le moment présent, mais évidemment sans le but que tu vas penser à rien. Alors peut-être ce sera hyper agréable, mais peut-être que ton esprit va partir et tu le ramènes. Et ça, ça m'a beaucoup apporté, c'est cette pleine conscience au quotidien. Pour écouter quelqu'un, par exemple, si je t'écoute, tu dis des choses. Ça va m'intéresser, je vais penser, je vais partir dans mes pensées. Puis souvent, on a plutôt tendance à s'écouter soi-même que la personne qui nous parle. Donc maintenant, moi, c'est aussi un réflexe quand j'écoute quelqu'un, ça va être de porter mon attention à ma respiration. Parce que si mon attention est sur une sensation, je ne suis pas dans la pensée. Après, les pensées, elles vont venir, mais je reviens à ma respiration et ça me permet d'être vraiment là, tu vois. Et donc moi, la pratique phare, je dirais déjà, c'est ramener l'attention à la respiration, vraiment sentir l'air qui rentre, sentir l'air qui sort. Ça peut être un des trucs, mais et une des choses intéressantes aussi, parce que ça va avec, et ça, on n'en parle pas assez, c'est que souvent, on associe la méditation justement à s'arrêter, à se calmer, la détente, c'est important pour pouvoir poser notre attention. Mais dans la tradition bouddhiste, ils parlent des 2 ailes de la méditation. Tu as l'arrêt, c'est shamatha, mais tu as aussi la 2e aile de la méditation, c'est vipassana, c'est la vision profonde. Puis qu'en fait, c'est les 2 choses qui te permettent d'avancer. Quand tu ramènes et puis des fois, ça peut vraiment te faire en quelques secondes. Tu ramènes ton attention sur ta respiration. Donc, tu es vraiment dans la sensation. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, ça te crée de l'espace mental pour laisser émerger une intelligence plus profonde, des sagesses, des compréhensions qui sont là et qui te viennent. Et ça peut être des petites choses du quotidien. Ah, mais c'est ça que je devrais faire. C'est comme l'exemple souvent que je donne à mes élèves. C'est... tu croises quelqu'un dans la rue, tu ne te souviens plus de son nom, tu cherches. Le moment où tu vas t'en souvenir, c'est quand tu te détends sous la douche, tu te détends dans ton lit, puis tout d'un coup, tu as le truc qui vient. Parce que tu as créé cet espace, tu vois, dans ta tête. Et donc voilà. Mais ça, c'est important, je trouve, d'avoir en tête aussi, parce que souvent, moi, dans mes méditations assises, j'ai plein de bonnes idées, j'ai plein de trucs, puis j'ai envie d'aller, puis de les écrire. Mais ça fait partie de la pratique. C'est normal. C'est un des effets. C'est une des ailes de la méditation. Et... Donc au quotidien, je trouve que c'est pas mal d'avoir ces 2 choses-là en tête. C'est ramener son attention à sa respiration pour être présent, puis après, voir aussi que c'est normal qu'il y ait des pensées, qu'il y ait des compréhensions, il y a des choses qui se passent. Ça va avec, c'est vraiment le chemin qui permet un peu d'avancer. Ça, je trouve intéressant. Tu parles de justement retrouver un prénom. Ça, nous, on en parle beaucoup dans l'hypnose. Quand on parle de l'inconscient,
pour moi, de toute façon, c'est les deux choses qui sont assez similaires. C'est des états modifiés de conscience. Et moi, j'incite souvent les gens à, même dans leur prise de décision, à revenir justement, pas rester juste dans le mental, mais revenir aux sensations. Parce que ça nous donne tout de suite des réponses. Il y a, je trouve, une sensation qui ne trompe pas. Ça peut être, quand on se projette, je sais pas, ça peut être pour un job ou n'importe quelle décision. Si on se projette dedans et que ça serre, qu'on se sent enfermé, probablement que notre cerveau, peut-être qu'il va trouver des excuses puis dire mais oui, des justifications, alors que le corps, il dit non. Et généralement, quand on sent ça, c'est pas une bonne chose à faire. Ou on peut le faire, moi j'aime bien le faire en séance aussi, où tu mets ton dilemme, une option dans chaque main, et puis tu te dis ok, l'option A, je la mets dans la main droite, l'option B à gauche, et puis après je demande à mon inconscient d'alourdir la main qui a la meilleure solution. Puis alors soit tu fermes les yeux, tu fais vraiment l'exercice, puis au bout d'un moment tu as la main qui descend, ou bien tout de suite, quand tu te donnes cette instruction, tu dis « Ah purée, j'espère que ça va être la main droite ». Puis du coup, tu as ta réponse en fait. Ouais. Et ça paraît peut-être un peu fou, mais moi j'ai pris plein de décisions comme ça, professionnelles notamment, et pour l'instant ça me réussit assez bien. Donc je trouve que ça remet aussi peut-être le côté pratique de à quoi ça peut servir de cultiver cette attention, c'est que ça peut vraiment impacter des décisions, etc. Puis trouver des idées, d'être créatif, quoi. Ah, mais, ouais, carrément. Enfin, je fais exactement pareil pour les prises de décision et je dis aussi à mes élèves. Et justement, je trouve, avec d'autres mots, ce que ça m'a permis, enfin, scientifiquement, il paraît qu'on a 50 000 pensées par jour ou même plus. Enfin, ça fait à peu près une par seconde. Et quand je fais ça, un peu comme tu as dit, ça me permet d'aller voir qu'est-ce que moi je veux vraiment. Au fond de mon cœur, il y a quoi? Parce que souvent, tu as la première pensée, c'est, je sais pas moi, c'est ce que tu penses de l'attente de tes parents ou de la société. Puis tu as toutes ces différentes voix, tu as tous ces différents trucs. Donc, c'est juste pour redire ce que tu as dit, mais moi, voilà, je le vois comme ça. Ça me permet vraiment d'aller écouter moi, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi et de faire le tri un peu de toutes ces pensées. Et comme tu dis, tu sens. C'est pas mal, ce truc de vraiment avoir le truc physique. Mais c'est vrai que si tu arrives... Une des parts de la méditation importante, c'est l'honnêteté. Vraiment, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que je ressens. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Mais si tu parlais d'hypnose. Oui. Et ça, c'est aussi, je remarque un truc où les gens confondent pas mal entre hypnose et méditation. Puis moi, j'ai collaboré avec un pédiatre qui faisait de l'hypnose. Alors, je sais pas si c'est juste. Parce que dans la méditation, en tout cas la méditation de pleine conscience, c'est vraiment être présent. C'est pas être dans sa bulle. C'est pas s'écarter du monde. Alors, tu peux aller méditer seul pour approfondir ta pratique, mais c'est te connecter à ce qui est là, vraiment profondément. Et j'ai l'impression que dans l'hypnose, que justement, je connais pas vraiment, en fait, mais j'ai vu un petit peu, il y a cette idée qu'on part, on va faire un voyage pour aller toucher, mais qui est très bien aussi, pour aller toucher des choses dans l'inconscient. Mais moi, et alors ça m'intéresse de te demander, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similarités, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande différence entre être là et je pars, il y a quelque chose qui se passe et je reviens. Ouais. Alors après, je pense que ça dépend aussi de quel type de méditation on parle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, la méditation, c'est un entraînement de l'attention. Point. Et il n'y a pas de recherche de but derrière. L'hypnose, c'est la même chose, c'est-à-dire on utilise les mêmes voies d'accès. Une induction en hypnose, c'est à travers n'importe quel sens. Soit tu vas regarder le pendule, là c'est très old school, ça se fait plus trop, mais ça peut se faire. Soit tu écoutes quelque chose, soit tu prends attention sur tes sensations pour t'amener dans cet état modifié de conscience, un état un peu d'entre-deux. Mais après, tu auras un but que tu recherches. Ouais. Soit, justement, ça peut être la détente, soit d'aller changer ta vision de quelque chose. Donc pour moi, c'est l'intention qui fait qu'on est dans de la méditation ou de l'hypnose. Mais après, si tu fais, je sais pas, de la méditation transcendantale, par exemple, alors je connais pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est aussi un truc où tu vas rechercher plein de choses, tu vas rechercher un état particulier. Quelle est la différence entre ça et l'hypnose ou entre de la sophrologie et de l'hypnose? Ou je dis souvent, j'ai des fois des gens qui viennent qui sont très croyants.
et qui sont réticents avec l'hypnose. Ça m'est arrivé avec des musulmans notamment, et qui, justement, je ne sais pas si c'est contre-indiqué, si dans cette religion, ils parlent spécifiquement de l'hypnose, mais je leur dis toujours, en fait, pour moi, c'est la même chose. Entre une prière ou l'auto-hypnose, dans les deux cas, on a l'attention sur quelque chose de sensoriel. Alors, ça peut être... chez les catholiques, c'est un chapelet. Dans toutes les religions, le bouddhisme, il y a le mala. Donc, c'est des billes qu'on touche. Ou ça peut être un chant, ça peut être une odeur qui nous amène dans cet état d'entre-deux. Et puis, une prière, tu fais des demandes à un dieu. Une auto-hypnose, tu t'adresses à ton inconscient. Mais entre Dieu, donne-moi la force de je sais pas quoi, ou amène-moi le calme, et cher inconscient, amène-moi le calme, pour moi, c'est exactement pareil. Donc, toutes ces pratiques, moi, en fait, j'encourage les gens simplement à pratiquer, peu importe le nom qu'ils mettent dessus. S'ils veulent prier, qu'ils prient. S'ils veulent appeler ça de l'auto-hypnose ou de la méditation, peu importe. Okay. Donc, c'est surtout l'intention, je dirais, qui change. Ça me fait penser à un truc, c'est juste par rapport à la méditation. Souvent aussi, on pense que c'est être dans sa bulle. Et il y a une image, je profite de le dire aussi, où un modèle de l'esprit que Thich Nhat Hanh utilise qui est hyper puissant. Ça parle aux jeunes comme... Puis moi, je sais que c'est vraiment des trucs qui m'a beaucoup aidé. C'est que, alors je crois que ça vient aussi de la tradition bouddhiste, c'est que notre esprit, c'est comme un champ. Et où il y a les fleurs qui poussent, et ce qu'on voit, c'est la partie de notre conscience dont on est conscient. Enfin là, je te vois, il y a mes pensées, etc. Puis après, il y a tout ce qui est sous la terre. On va dire, c'est l'inconscient. Ils disent la conscience du tréfonds. Où là, on a tous les graines de haine, de colère, de joie, d'amour, de compassion, d'altruisme, d'anxiété, etc. Puis comme des potentiels neurologiques, on a tous ces graines-là. Puis la méditation, justement, c'est une analogie que j'aime bien, c'est que c'est être jardinier de son esprit. C'est en pratiquant la pleine conscience de la respiration, tu commences à voir... par exemple, moi, ça, j'ai clairement vu un peu les chemins de pensée que j'avais. J'ai vu qu'il y avait certaines pensées qui allaient toujours créer la même émotion. Puis après, de cette émotion-là, il y en a une autre. C'est de voir, tu vois, à travers nos 5 sens, par exemple, la musique. J'écoutais que du hip-hop. Et en toute honnêteté, donc, tout d'un coup, j'ai commencé à voir, vraiment. Alors, j'aime le son, mais les lyrics, qu'est-ce que ça va toucher comme graine dans mon esprit? Ah, mais c'est pas ça que je veux qui pousse dans mon esprit. Et donc, j'ai complètement arrêté d'écouter du hip-hop pendant plusieurs années. À quelque part, je voulais cultiver les choses positives, bienveillantes dans mon esprit. Ou même chose avec les discussions qu'on a, ou avec les journaux, les médias. Enfin, moi, une fois, j'ai fait l'exercice de prendre un journal, 20 minutes ou un truc, puis de regarder dans l'article, OK, quelle graine ça arrose? En général, c'est de la peur, de la colère, de la jalousie, tu vois, lui, il vit ça et tout. Et pour moi, ça, je trouve, c'est une belle analogie aussi de la méditation. C'est en développant cette pleine conscience, par la conscience dans le corps, tu deviens plus présent de ce qui se passe en toi, et puis tu goûtes. Enfin, après, ça devient naturel de faire certains choix dans la vie. Ah ben non, je n'ai pas envie d'arroser mon esprit et de faire pousser ça dans ma tête. Donc, Lil Jon, en fait, il a compris que tu t'étais écarté du hip-hop. Il s'est dit, il faut que je sorte un album de musique de méditation pour rattraper Jackson parce qu'il s'est écarté. Mais j'ai vu un petit interview, puis lui, mais je crois que c'est la même chose. Il disait, il a vécu des gros soucis dans sa vie. Et tu vois, c'est souvent là où il y a des vraies prises de conscience. OK, il faut que je cultive quelque chose dans mon esprit, mais... Mais ouais, ça... Alors, il y a des gens qui vont très profond. Justement, là-dedans, j'ai vu une vidéo d'une psychologue qui parlait de ça, justement, de faire attention à quel type de musique on écoute. Parce que, ça nous met dans un certain état d'esprit. Ça, j'y crois assez. Bon, après, à quel point est-ce que ça nous imprègne, je sais pas. Mais je pense que... En effet, la musique qu'on écoute va forger aussi un peu notre état d'esprit. Moi, j'écoute beaucoup de hip-hop. Et je pense, en effet, ça a forgé certaines choses, notamment dans le côté entrepreneur, justement, de continuer de se donner à fond, du grind, tu vois.
Peut-être si j'avais écouté du métal, peut-être je serais complètement différent. Donc je trouve intéressant de le prendre après à l'envers, puis se dire, ah, mais de sélectionner en fonction de quel état d'esprit un peu tu veux cultiver. Avant que j'oublie, parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram en disant que j'allais te rencontrer et demander ce que les gens aimeraient te poser comme question. Il y en avait pas tant que ça, mais une c'était, est-ce une bonne chose ou est-ce que c'est grave de s'endormir durant une méditation? Ouais, c'est une très bonne question. Je réponds aussi de manière assez large. Un des trucs que je vois beaucoup, et puis c'était le cas pour moi, les premières retraites que je faisais, j'étais épuisé. Après chaque pratique, j'allais au lit, je me couchais, franchement. Et puis mon interprétation, c'était un peu que, de nouveau, on est tellement poussé à il faut jamais s'arrêter. Tu vois, dans la société, on fait. Puis tout d'un coup, tu t'arrêtes. Tout d'un coup, tu reviens à ta respiration. Puis ton corps, moi, je l'ai interprété comme ça, mon corps s'exprime. Mon corps me dit, mais il faut que tu te reposes. Donc souvent, on est très fatigué au début quand on commence à méditer. J'ai entendu une autre explication intéressante, qui est un peu liée, mais d'un neurologue, qui expliquait aussi que notre cerveau, il enregistre que le seul moment où on s'arrête, c'est le moment le soir pour dormir. Donc quand tu commences à méditer, tout d'un coup, le cerveau, il se calme un petit peu, puis il fait « Ah purée, c'est le moment de dormir ». Puis il envoie la mélatonine, et puis alors il nous dit qu'il faut dormir. Donc c'est con, moi, non, alors pas du tout. Alors c'est clair que si tu dors, t'es pas vraiment en train d'entraîner ton esprit, etc. Mais si t'as besoin de dormir, dors. Et puis je peux dire que aussi, moi pendant longtemps, pratiquer générait de la fatigue, mais maintenant avec le temps, c'est vraiment le contraire. Quand je médite, ça me booste, ça me donne de l'énergie, ça me permet de me poser, puis ça me booste. Mais ça a pris vraiment plusieurs années. Ouais, puis je pense qu'il y a ce côté aussi où, en effet, au début, c'est très épuisant de se dire, OK, il faut que je sois dans ma posture, il faut que je ramène l'attention. Donc, c'est vrai que c'est un vrai travail, en fait. En apparence, on a l'impression qu'on fait rien, mais à l'intérieur, c'est assez agité. Il y avait une question, alors, quelqu'un qui me disait, ça ne fonctionne pas pour moi, je décroche tout le temps, je m'ennuie, pourquoi? Trop bien. Ouais, ça, c'est un des autres aspects importants et que je vois avec les groupes de méditation qu'on fait. Le groupe fait beaucoup. Faire seul, c'est dur. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens à qui ça parle, mais ce qui aide beaucoup, si on a envie de pratiquer, c'est de trouver aussi un groupe de pratique ou de tenter une retraite ou un truc comme ça, parce que tu as vraiment l'énergie collective. C'est comme aller faire un jogging ou faire du sport. Ça peut vraiment être plus motivant de le faire à plusieurs et de faire... Donc ça, c'est un conseil, c'est que si on a envie, ce qui peut vraiment être utile, c'est trouver un groupe de pratique. Puis après, c'est toujours intéressant d'aller voir les attentes. De nouveau, je pense qu'il y a l'attente quand on est supposé se sentir bien quand on médite. Tu t'ennuies, va voir ton ennui. Ça veut dire quoi? Moi, souvent, j'utilise des questions. Ça veut dire quoi de s'ennuyer? Puis je regarde ce qui se passe dans mon corps. Je regarde quelles sont les pensées qui sont là. Puis en fait, c'est un peu la même chose avec les émotions, avec la colère, ou même la joie et le bonheur, mais souvent avec la colère. Comment je sais que je suis en colère? Il se passe quoi dans mon corps? Puis ça, c'est méditer. Donc ce serait aller explorer ton ennui. Et s'emmerder sur un coussin de méditation, ça fait partie de la méditation. Donc de nouveau, le gars, il n'a pas raté sa méditation, il a vu qu'il s'ennuyait. Ouais. Et c'est vraiment aller explorer ça. Mais voilà, seul, si tu n'es pas accompagné, si tu n'as pas une certaine base, c'est vrai que c'est dur. Et là, un groupe peut aider ou aller en retraite ou quelque chose comme ça. Mais c'est là aussi où c'est capital. Alors à nouveau, ça me fait perdre des clients. Mais les gens, beaucoup, ils voient leurs émotions comme un truc terrible, alors que c'est la chose la plus naturelle et la plus indispensable qu'on ait. Si on n'avait plus d'émotions, on mourrait très très rapidement. Il y a eu des cas justement de personnes qui avaient eu des accidents, qui avaient touché le cerveau, qui n'avaient plus de peur. Alors on peut se dire, c'est génial, on n'a plus peur de rien. En fait, si tu n'as plus de peur, tu prends constamment des risques, tu traverses la route, il n'y a plus rien qui te retient. Donc en gros, ton espérance de vie, elle se réduit de beaucoup. Ouais. Et puis, en fait, si les gens arrivaient à simplement être avec leurs émotions, puis voir que ça ne va pas les détruire, typiquement l'anxiété, c'est parce que tu veux absolument faire disparaître l'anxiété que tu fais une crise d'angoisse. Si tu arrives à juste être là, OK, je suis anxieux, ou il y a de l'anxiété là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Je vais la laisser être là, puis elle partira quand elle veut.
tu feras plus de crise d'angoisse. Donc, je pense que c'est capital, ce genre de pratique. Ouais, et puis là, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai longtemps exploré parce que tu entends dans la méditation qui est accueille ton émotion, embrasse ton émotion, accepte ton émotion. Et vraiment, pendant longtemps, je me demandais, mais comment on fait? Enfin, je suis assez pragmatique, genre j'ai besoin Alors pour moi, et c'est encore ce que je pratique beaucoup, disons, je sais pas, là, avant le podcast, je stressais un peu, c'est aller porter toute mon attention sur les sensations dans le corps pour dire ce que tu disais, mais le stress ou l'anxiété, comment je peux être avec, c'est vraiment aller sentir qu'est-ce que je sens où. Puis on voit que moi j'arrive à être avec. Puis il n'y a pas tout ce déclenchement de panique, je stresse, non j'angoisse, non je vais faire une crise de panique. Puis donc être avec l'émotion, pour moi c'est vraiment ça. Donc ça tout le monde peut le faire. Et commencer petit, commencer par des petits stress du quotidien. Il ne faut pas aller direct vers les grosses émotions, mais commencer ça. Là je stresse ou je suis un peu saoulé. Et puis direct, on part dans le mental. Enfin, moi, je vois, c'est vraiment... là, c'est une évidence comme les pensées vont alimenter... C'est les pensées, c'est le blabla mental ou l'image mentale qui va alimenter l'émotion. C'est la pensée qui vient. Puis si mon attention est sur une sensation corporelle, du coup, il y a beaucoup moins de pensées qui vont aller alimenter. Donc, c'est vraiment aller porter l'attention aux sensations qui permet d'embrasser l'émotion. La dernière question, c'était... quel est le meilleur moment pour méditer? Toute la journée. 24 heures sur 24. Non, mais alors de nouveau, puis là, c'est vrai que ça, j'ai pas mentionné, on parle de méditation de pratiques formelles et informelles. Donc de l'assise, de la marche en retraite, ça c'est toutes les pratiques formelles. Moi, justement, j'aime beaucoup les pratiques informelles qu'on peut faire n'importe quand. Mais dans les pratiques formelles, ça dépend de chacun. Enfin, de nouveau, c'est lâcher la pression. Enfin, médite quand tu veux. Médite quand c'est bien pour toi. Enfin, moi, personnellement, le matin, c'est assez dur. Je préfère le soir. Avec des collègues, des fois, on se retrouvait pour le faire à midi. Ça faisait beaucoup de bien. Et de nouveau, une méditation, ça peut être 1 minute. 3 respirations en pleine conscience peuvent amener un changement d'état d'esprit. Après, si on arrive à faire plus longtemps, cool. Mais puis là, à voir ce qui nous va, quoi. On arrive gentiment au bout. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Excellente question. De la pleine conscience, et puis moi je reviens beaucoup à la santé de mes proches. Je pense que ça, ce serait mon souhait. Voilà. Je te le souhaite. J'ai pas de pouvoir là-dessus. Toi pas beaucoup non plus. Mais je te le souhaite. Merci beaucoup déjà pour cet entretien. Merci à toi. Je suis hyper content parce que j'avais fait il y a longtemps un épisode sur la méditation. Mais je trouve que ça vient vachement bien compléter et puis donner un peu de la chair autour de ça. Dans les notes du podcast, etc., tu me donneras toutes tes infos, etc. S'il y a des gens qui sont intéressés de pouvoir venir aux retraites de méditation. Donc voilà, déjà merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis voilà, pour ceux qui écoutent, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. Si vous avez envie de contacter Jackson pour peu importe des infos, une retraite, etc., en savoir plus sur la méditation, il y aura toutes ces infos dans les notes. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.